Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on continue notre revue du S&P 500, on prend l'entreprise numéro 10 en termes de market cap jusqu'au numéro 20, et on met ces critères suivants pour les avoir. Donc on prend le TF S&P 500 et on prend les market cap 750-400 milliards de dollars. On y va tout de suite, comme d'habitude, explication des colonnes affichées, on va uniquement enlever le prix qui n'est pas intéressant, hop, et on se met. Donc on a les éléments suivants. On a le ticker de l'entreprise, le nom de l'entreprise, son industrie dans laquelle elle exerce son activité, la market cap de l'entreprise, la croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, 3 indicateurs de cherté, on va en utiliser 2 pour les entreprises traditionnelles et 1 pour la banque. On a valeur d'entreprise sur EBITDA et le price earning. On a aussi le prix sur actifs tangibles. On a 2 indicateurs de rentabilité, un rendement opérationnel avec le rendement des capitaux investis et un rendement des fonds propres, ça sera pour la banque. On a l'endettement de l'entreprise, le rendement du dividende, le rendement de l'actionnaire, donc ça inclut les rachats d'actions, le payout ratio qui nous indique si ce rendement de l'actionnaire, ce rendement du dividende en tout cas, est sécurisé, et on va avoir les free cash flow par rapport au bénéfice net, puisqu'on paye le dividende avec les free cash flow, donc notre payout ratio, il faut bien le vérifier par rapport au free cash flow. On commence tout de suite cette sélection. Premier dossier, Walmart, le géant américain de la grande distribution. On est sur 737 milliards de dollars US de market cap, une croissance faible, surtout une croissance par acquisition, des multiples qui sont élevés, entre 17,3 et 38, donc 17,3 en termes de valeur d'entreprise et 38 en termes de price earnings. Une bonne rentabilité opérationnelle à 15%, vraiment des capitaux investis, un peu de dette à une fois la dette nette sur EBITDA, mais rien de significatif. Un rendement du dividende qui est un peu faible à 1%, un rendement de l'actionnaire à 1,52%, ce qui veut dire qu'il y a des rachats d'actions. On a un payout ratio à 34 en termes de bénéfices nets, à 34%, mais les free cash flow sont plus bas que les bénéfices nets, donc on est plus proche des 50-60% chez Walmart, avec un rendement qui est plutôt faible. Donc ça laisse pas beaucoup de marge pour augmenter le dividende, ni pour continuer ou augmenter les rachats d'actions. Walmart, pour moi, c'est trop cher, vu la croissance qu'on a en face. Donc il faut attendre un repli, un dégonflement des multiples si on est intéressé par ce dossier. On continue, JP Morgan, on est sur la banque numéro 1 aux US, 677 milliards de dollars US de market cap, une croissance du chiffre d'affaires, si ça a du sens pour les banques, à 8,7%. Le multiple de PER à 12,3, donc c'est pas cher, mais ça c'est normal, c'est un multiple de banque. Les multiples des banques sont jamais très élevés, puisque c'est des secteurs qui sont risqués. Ce qui est plus intéressant pour une banque, c'est de la valoriser par rapport à ses actifs tangibles. Les actifs tangibles d'une banque, ça va être les contrats, les produits dérivés qu'elle a émis, les prêts qu'elle a effectués, les participations, etc. Et pour être sécurisé sur une banque, il faut l'acheter en dessous de ses actifs tangibles. Donc ici, on en est très loin. Donc JP Morgan Chase est quand même cher. Vraiment, les fonds propres, ce qui est pertinent pour une banque, c'est 17%. Plutôt une bonne rentabilité des fonds propres, donc. Un rendement du dividende à 2%, ce qui est un peu faible quand on compare aux banques européennes, mais en même temps, elles sont valorisées 2 fois moins cher que les banques américaines. Un rendement d'actionnaire à 5%, donc ce qui veut dire qu'il y a des rachats d'actions chez JP Morgan. On a un payout ratio de 25%, donc le dividende n'est pas sécurisé, enfin, les free cash flow n'a pas d'intérêt chez les banques, donc on a un payout ratio de 25, ce qui est plutôt bon. C'est-à-dire qu'on peut augmenter le dividende, mais en fait, ils vont surtout utiliser les free cash flow, les bénéfices nets pour faire des rachats d'actions. Un rendement d'actionnaire à 5%, c'est tout à fait correct. Maintenant, moi, je suis à l'écart de ce secteur, donc les JP Morgan ne m'intéressent pas. On continue avec Visa et Mastercard, deux sociétés qui sont à peu près équivalentes en termes d'activité. On a une market cap pour Visa de 675 milliards de dollars US, une croissance de 10% sur 5 ans, rythme annualisé, c'est pas mal. Des multiples qui sont élevés en termes de, mais c'est normal, on est sur des dossiers de très bonne qualité. 26,5 en termes de valeur d'entreprise sur EBITDA, 35 en termes de price earning. Rentabilité exceptionnelle, 34% en termes de rendement des capitaux investis, ça c'est bon, il y a quasiment pas de dette. Un rendement du dividende à 0,7%, mais plus intéressant, un rendement de l'actionnaire à 3,2%. Donc on rachète massivement les actions chez Visa, donc ça c'est pas mal. Le payout ratio est à 22%, mais ça c'est uniquement pour le dividende, donc ce qui est bien, c'est-à-dire qu'on réserve, on a une bonne marge pour racheter les actions, ce qui augmente le rendement de l'actionnaire, et surtout que en fait les free cash flow sont équivalents au bénéfice net, donc ce payout ratio il est correct, il est vrai. Donc Visa, pilier d'un portefeuille qualité, avec un bon rendement d'actionnaire. Maintenant la valorisation est élevée, mais il faut s'y attendre sur ce genre de dossier. Mastercard, c'est la même, à peu près 500 milliards de dollars US de market cap, croissance du chiffre d'affaires de 10,8% en rythme annualisé sur 5 ans, ça c'est très bien. Des multiples élevés comme Visa, 29 en termes de valeur d'entreprise sur EBITDA, 39 en termes de price earning.
mais une rentabilité exceptionnelle, à 55% en termes de rendement des capitaux investis. Donc ça, c'est plutôt bon. Il y a un peu de dette, mais rien de significatif, à 0,6 fois la dette nette sur EBITDA. Un dividende qui est à 0,56%, donc ce qui est faible, mais le PE ratio est à 19%, bien confirmé entre les free cash flow et les bénéfices nets, ce qui nous laisse une bonne marge pour racheter des actions, ce que fait Mastercard également, et ça nous donne un rendement des actionnaires à 2,7%, donc c'est pas mal, hein, c'est pas mal finalement. Donc pareil, Mastercard, dossier de qualité, et la qualité se paye cher, évidemment. Mais si vous êtes investisseur long terme, on va dire, plus de 5 ans, Visa et Mastercard, aucun problème. ExxonMobil, tout autre type de dossier, donc là on est sur la value plutôt, hein. On est sur un market cap de 473 milliards de dollars US, une faible croissance, un rythme annualisé sur 5 ans, le secteur est très mature, donc 5,6% de croissance. Valeur d'entreprise sur EBITDA inférieur à 7, ce qui fait dire qu'on est sur de la value. Un PER de 14, donc ça c'est pas très cher payé pour les US, hein. C'est un peu plus, en Europe on serait plus dans la value, mais aux États-Unis ce genre de multiple ça nous donne ces values. On est sur un rendement des capitaux investis à 8,7%. Bonne rentabilité, surtout qu'il n'y a pas beaucoup de croissance, donc ça nous permet de donner l'excédent de cash aux actionnaires. Il n'y a pas beaucoup de dettes, c'est normal, on est sur un secteur mature, donc on ne s'endette pas. Un rendement du dividende à 3,6%, mais un rendement de l'actionnaire à 7,7%. Donc excellent rendement de l'actionnaire avec des rachats d'actions. Un payout ratio qui est en termes de free cash flow également autour de 50%. Ça nous laisse une bonne marge pour acheter des actions. Donc ExxonMobil c'est bien pour un investisseur value et un investisseur rentier également via les rachats d'actions. United Health, c'est plutôt de l'assurance santé, donc ça je suis complètement à l'écart de ce secteur, 451 milliards de dollars de market cap. Il y a eu un scandale récemment sur United Health, donc je vous invite à regarder l'actualité récente. Comme c'est une assurance, moi je sais pas valoriser ça, donc je préfère m'en tenir à l'écart. Si on regarde simplement les dividendes ou le rendement de l'actionnaire, on a 3,25% en termes de rendement de l'actionnaire, avec des free cash flow plus élevés que les bénéfices nets, donc il y a de la marge pour acheter des actions, en effet, l'entreprise rachète ses actions. Voilà. Si vous êtes intéressé par les assurances, pourquoi pas. Moi j'en suis plutôt à l'écart. Oracle, on est sur le logiciel, mais alors le logiciel très mature, il n'y a pas beaucoup de croissance, 434 milliards de dollars US de market cap, 6% de croissance en rythme annualisé sur 5 ans, c'est pas fantastique, et pourtant des multiples très élevés. 22 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA, c'est vraiment trop cher pour le peu de croissance qu'il y a en face, 38 fois les price earnings, trop cher. Rendement du capital investi 14%, oui ça c'est plutôt bon comme rendement, mais pourquoi ça se paye aussi cher, je ne sais pas. Surtout qu'on a 3,7 fois la dette nette en EBITDA, donc ça c'est quand même élevé hein, comme niveau d'endettement, trop élevé même. Il y a un peu de rachat d'actions, il y a un petit dividende, mais ouais c'est rien de fantastique quoi. Oracle, franchement c'est pas de la bonne qualité. Costco, donc là c'était une valeur préférée des investisseurs qualité, 428 milliards de dollars US de market cap. Une croissance du chiffre d'affaires toujours soutenue en rythme annualisé sur 5 ans à 11%, mais ça se paye très cher, hein. 34 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA, 56 fois les bénéfices nets, c'est vraiment très élevé, même s'il y a une bonne croissance et une bonne rentabilité, un rendement des capitaux investis à 22%, pourquoi pas, mais alors il y a un petit dividende, mais il y a de la dilution, puisqu'on voit que le rendement actionnaire est inférieur au rendement du dividende, donc ça veut dire qu'il y a des actions qui sont émises sur le marché. Donc avec ça, on va pas faire fortune en tant qu'actionnaire, en tout cas on n'a pas un grand rendement d'actionnaire. Donc Costco pour moi c'est beaucoup trop cher, plutôt à l'écart. Procter & Gamble, secteur hyper mature de la consommation non discrétionnaire, 413 milliards de dollars US de market cap, on fait de la croissance faiblement, et c'est surtout via de la croissance externe à 4,4 fois à 4,4% en rythme annualisé sur 5 ans, donc c'est vraiment faible. Pourtant ça se paye relativement cher, 18 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA, 28 fois les price earnings. Franchement, vous prenez du Exxon, c'est quand même mieux hein, que du Procter & Gamble qui est mou et qui se paye 2 fois plus cher. Donc bonne rentabilité à 20% quasiment. Il n'y a quasiment pas de dette non plus, une fois la dette nette sur EBITDA. Un rendement du dividende à 2,3%, un rendement actionnaire à 3,4%, ce qui veut dire qu'il y a des rachats d'actions. Maintenant, on a un payout ratio qui est élevé, les free cash flow correspondent aux bénéfices nets, donc en termes de free cash flow, on a vraiment ce niveau-là. J'imagine que le reste, on l'investit dans des rachats d'actions pour avoir un rendement actionnaire supérieur au dividende. Sur Procter & Gamble, on n'est pas assez cher payé pour la maigre croissance de l'entreprise. Dernière entreprise, Johnson & Johnson, le laboratoire pharmaceutique. Moi, je suis à l'écart du secteur, trop de risques. On est à 400
1 milliard de dollars US de market cap, une croissance du chiffre d'affaires qui est très faible, à moins de 2%, en rythme annualisé sur 5 ans, entreprise sur EBITDA de 14, et PER de 29. Donc je comprends pas pourquoi on met ces multiples-là, vu la croissance faible qu'on a. Il y a une bonne rentabilité opérationnelle à 18,5, d'accord, à 18%. Mais bon, il n'y a pas beaucoup de dettes, d'accord. Un rendement d'actionnaire qui est à 3,3%, donc on rachète un peu des actions puisque c'est supérieur au rendement du dividende. Mais le payout ratio, alors il est élevé en termes de bénéfices nets, en termes de free cash flow, on est plus bas que ce qui est indiqué ici. Mais maintenant, c'est pas assez cher payé, pareil pour la faible croissance qu'il y a en face. Conclusion de cette revue, si vous êtes un investisseur plutôt value, on se mettra sur Exxon. Si vous êtes un investisseur dans la qualité Visa et ou Mastercard, et c'est tout pour cette sélection. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.